Lokis. Manuscrit du professeur Wittenbach. Première partie. Théodore, dit monsieur le professeur Wittenbach, veuillez me donner ce cahier relié en parchemin, sur la seconde tablette, au-dessus du secrétaire. Non, pas celui-ci, mais le petit in-octavo. C'est là que j'ai réuni toutes les notes de mon journal de 1866, du moins celles qui se rapportent au comte Sémiotte. Le professeur mit ses lunettes et, au milieu du plus profond silence, lut ce qui suit. Lokis, avec ce proverbe lituanien pour épigraphe. Miska sous Lokio, Abu Dutukyu. Note, les deux font la paire. Mot à mot, Michon, Michel, avec Lokis. Tous les deux les mêmes. Michaelium cum Lokide, ambo, duo, ipsissimi. Fin de la note. Lorsque parut à Londres la première traduction des Saintes Écritures en langue lituanienne, je publiai, dans la Gazette scientifique et littéraire de Königsberg, un article dans lequel, tout en rendant pleine justice aux efforts du docte interprète et aux pieuses intentions de la Société biblique, je crus devoir signaler quelques légères erreurs, et, de plus, je fis remarquer que cette version ne pouvait être utile qu'à une partie seulement des populations lituaniennes. En effet, le dialecte dont on a fait usage n'est que difficilement intelligible aux habitants des districts où se parle la langue jomaïtique, vulgairement appelée jmoud, je veux dire dans le palatinat de Samogiti, langue qui se rapproche du sanskrit encore plus peut-être que le haut-lituanien. Cette observation, malgré les critiques furibondes qu'elle m'attira de la part de certains professeurs bien connus à l'université de Dorpat, éclaira les honorables membres du conseil d'administration de la Société biblique, et il n'hésita pas à m'adresser l'offre flatteuse de diriger et de surveiller la rédaction de l'évangile de saint Matthieu en samogitien. J'étais alors trop occupé de mes études sur les langues transouraliennes pour entreprendre un travail plus étendu qui eût compris les 4 évangiles. Ajournant donc mon mariage avec mademoiselle Gertrude Weber, je me rendis à Kaunas, avec l'intention de recueillir tous les monuments linguistiques imprimés ou manuscrits en langue jmoud que je pourrais me procurer, sans négliger, bien entendu, les poésies populaires. Dainos, les récits ou légendes, Pasakos, qui me fournirait des documents pour un vocabulaire jomaïtique, travail qui devait nécessairement précéder celui de la traduction. On m'avait donné une lettre pour le jeune comte Michel Sémiotte, dont le père, à ce qu'on m'assurait, avait possédé le fameux Catechimus Samogiticus, du père Lawicki, si rare que son existence même a été contestée, notamment par le professeur de Dorpat, auquel je viens de faire allusion. Dans sa bibliothèque se trouvait, selon les renseignements qui m'avaient été donnés, une vieille collection de Dainos, ainsi que des poésies dans l'ancienne langue prussienne. Ayant écrit au comte Sémiotte pour lui exposer le but de ma visite, j'en reçus l'invitation la plus aimable de venir passer dans son château de Médintiltas tout le temps qu'exigeraient mes recherches. Il terminait sa lettre en me disant de la façon la plus gracieuse qu'il se piquait de parler le jmoud presque aussi bien que ses paysans, et qu'il serait heureux de joindre ses efforts aux miens pour une entreprise qu'il qualifiait de grande et d'intéressante. Ainsi que quelques-uns des plus riches propriétaires de la Lituanie, il professait la religion évangélique, dont j'ai l'honneur d'être ministre. On m'avait prévenu que le comte n'était pas exempt d'une certaine bizarrerie de caractère, très hospitalier d'ailleurs, ami des sciences et des lettres, et particulièrement bienveillant pour ceux qui les cultivent. Je partis donc pour Médintiltas. Au perron du château, je fus reçu par l'intendant du comte, qui me conduisit aussitôt à l'appartement préparé pour me recevoir. « Monsieur le comte, me dit-il, est désolé de ne pouvoir dîner aujourd'hui avec monsieur le professeur. Il est tourmenté de la migraine, maladie à laquelle il est malheureusement un peu sujet. Si monsieur le professeur ne désire pas être servi dans sa chambre, il dînera avec monsieur le docteur Frauber, médecin de madame la comtesse. On dîne dans 1 heure, on ne fait pas de toilette. Si monsieur le professeur a des ordres à donner, voici le timbre. Il se retira en me faisant un profond salut.
L'appartement était vaste, bien meublé, orné de glace et de dorures. Il avait vue d'un côté sur un jardin, ou plutôt sur le parc du château, de l'autre sur la grande cour d'honneur. Malgré l'avertissement, on ne fait pas de toilette, je crus devoir tirer de ma malle mon habit noir. J'étais en manche de chemise, occupé à déballer mon petit bagage, lorsqu'un bruit de voiture m'attira à la fenêtre qui donnait sur la cour. Une belle calèche venait d'entrer. Elle contenait une dame en noir, un monsieur et une femme vêtus comme les paysannes lituaniennes, mais si grande et si forte que d'abord je fus tenté de la prendre pour un homme déguisé. Elle descendit la première. Deux autres femmes, non moins robustes en apparence, étaient déjà sur le perron. Le monsieur se pencha vers la dame en noir et, à ma grande surprise, déboucla une large ceinture de cuir qui la fixait à sa place dans la calèche. Je remarquai que cette dame avait de longs cheveux blancs fort en désordre, et que ses yeux, tout grands ouverts, semblaient inanimés. On eût dit une figure de cire. Après l'avoir détachée, son compagnon lui adressa la parole, chapeau bas, avec beaucoup de respect. Mais elle ne parut pas y faire la moindre attention. Alors il se tourna vers les servantes en leur faisant un léger signe de tête. Aussitôt les trois femmes saisirent la dame en noir et, en dépit de ses efforts pour s'accrocher à la calèche, elles l'enlevèrent comme une plume et la portèrent dans l'intérieur du château. Cette scène avait pour témoin plusieurs serviteurs de la maison qui semblaient n'y voir rien que de très ordinaire. L'homme qui avait dirigé l'opération tira sa montre et demanda si on allait bientôt dîner. « Dans un quart d'heure, monsieur le docteur, lui répondit-on. Je n'eus pas de peine à deviner que je voyais le docteur Frauber, et que la dame en noir était la comtesse. D'après son âge, je conclus qu'elle était la mère du comte Sémiotte, et les précautions prises à son égard annonçaient assez que sa raison était altérée. Quelques instants après, le docteur lui-même entra dans ma chambre. « Monsieur le comte étant souffrant, me dit-il, je suis obligé de me présenter moi-même à monsieur le professeur. Le docteur Frauber à vous rendre mes devoirs. Enchanté de faire la connaissance d'un savant dont le mérite est connu de tous ceux qui lisent la gazette scientifique et littéraire de Königsberg. Auriez-vous pour agréable qu'on servît ?» Je répondis de mon mieux à ses compliments, et lui dis que, s'il était temps de se mettre à table, j'étais prête à le suivre. Dès que nous entrâmes dans la salle à manger, un maître d'hôtel nous présenta, selon l'usage du Nord, un plateau d'argent chargé de liqueurs et de quelques mets salés et fortement épicés propres à exciter l'appétit. « Permettez-moi, monsieur le professeur, me dit le docteur, de vous recommander, en ma qualité de médecin, un verre de cette Starka, vrai eau-de-vie de cognac, depuis 40 ans dans le fût. C'est la mère des liqueurs. Prenez un anchois de Drontheim. Rien n'est plus propre à ouvrir et préparer le tube digestif, organe des plus importants. Et maintenant, à table. Pourquoi ne parlerions-nous pas allemand? Vous êtes de Königsberg, moi de Memel. Mais j'ai fait mes études à Iéna. De la sorte, nous serons plus libres, et les domestiques, qui ne savent que le polonais et le russe, ne nous comprendront pas. » Nous mangeâmes d'abord en silence, puis, après avoir pris un premier verre de vin de Madère, je demandai au docteur si le comte était fréquemment incommodé de l'indisposition qui nous privait aujourd'hui de sa présence. « Oui et non, » répondit le docteur, « cela dépend des excursions qu'il fait. »« Comment cela ?» Lorsqu'il va sur la route de Rosieny, par exemple, il en revient avec la migraine et l'humeur farouche. Je suis allé à Rosieny moi-même sans pareil accident. « Cela tient, monsieur le professeur, répondit-il en riant, à ce que vous n'êtes pas amoureux. » Je soupirai en pensant à mademoiselle Gertrude Weber. « C'est donc à Rosieny, me dit-il, que demeure la fiancée de monsieur le comte ? » « Oui, dans les environs. »« Fiancée ? Je n'en sais rien. Une franche coquette. Elle lui fera perdre la tête, comme il est arrivé à sa mère. En effet, je crois que madame la comtesse est malade ? Elle est folle, mon cher monsieur, folle. Et le plus grand fou, c'est moi, d'être venu ici. Espérons que vos bons soins lui rendront la santé. » Le docteur secoua la tête en examinant avec attention la couleur d'un verre de vin de Bordeaux qu'il tenait à la main. « Tel que vous me voyez, monsieur le professeur, j'étais chirurgien-major en régiment de Kalouga. À Sébastopol, nous étions du matin au soir à couper des bras et des jambes. Je ne parle pas des bombes qui nous arrivaient comme des mouches à un cheval écorché. Eh bien,
mal logé, mal nourri, comme j'étais alors. Je ne m'ennuyais pas comme ici, où je mange et bois du meilleur, où je suis logé comme un prince, payé comme un médecin de cour. Mais la liberté, mon cher monsieur, figurez-vous qu'avec cette diablesse, on n'a pas un moment à soi. Y a-t-il longtemps qu'elle est confiée à votre expérience? Moins de 2 ans. Mais il y en a 27 au moins qu'elle est folle, dès avant la naissance du comte. On ne vous a pas conté cela, à Rosieni ni à Koino? Écoutez donc, car c'est un cas sur lequel je veux un jour écrire un article dans le journal médical de Saint-Pétersbourg. Elle est folle de peur. De peur? Comment est-ce possible? D'une peur qu'elle a eue. Elle est de la famille des Ketstodt. Oh, dans cette maison-ci, on ne se mésallie pas. Nous descendons, nous, de Gaïdi-Mine. Donc, monsieur le professeur, 3 jours, ou 2 jours après son mariage, qui eut lieu dans ce château où nous dînons, à votre santé, le comte, le père de celui-ci, s'en va à la chasse. Nos dames lituaniennes sont des Amazones, comme vous savez. La comtesse va aussi à la chasse. Elle reste en arrière ou dépasse les veneurs, je ne sais lequel. Bon. Tout à coup, le comte voit arriver, bride abattu, le petit cosaque de la comtesse, enfant de 12 ou 14 ans. « Maître, dit-il, un ours emporte la maîtresse. »« Où cela ?» dit le comte. « Par là, » dit le petit cosaque. Toute la chasse accourt au lieu qu'il désigne. Point de comtesse, son cheval étranglé d'un côté, de l'autre, sa pelisse en lambeaux. On cherche, on bat le bois en tous sens. Enfin, un veneur s'écrie. « Voilà l'ours !» En effet, l'ours traversait une clairière, traînant toujours la comtesse, sans doute pour aller la dévorer tout à son aise dans un fourré, car ces animaux-là sont sur leur bouche. Ils aiment, comme les moines, à dîner tranquille. Marié de 2 jours, le comte était fort chevaleresque. Il voulait se jeter sur l'ours. Le couteau de chasse au poing. Mais, mon cher monsieur, un ours de Lituanie ne se laisse pas transpercer comme un cerf. Par bonheur, le porte-arquebuse du comte, un assez mauvais drôle, ivre ce jour-là, à ne pas distinguer un lapin d'un chevreuil, fait feu de sa carabine à plus de 100 pas, sans se soucier de savoir si la balle toucherait la bête ou la femme. Et il tua l'ours? Tout raide. Il n'y a que les ivrognes pour ces coups-là. Il y a aussi des balles prédestinées, monsieur le professeur. Nous avons ici des sorciers qui en vendent à juste prix. La comtesse était fort égratignée, sans connaissance, cela va sans dire. Une jambe cassée. On l'emporte, elle revient à elle. Mais la raison était partie. On l'amène à Saint-Pétersbourg, grande consultation, 4 médecins chamarrés de tous les ordres. Ils disent « Madame la comtesse est grosse. Il est probable que sa délivrance déterminera une crise favorable. Qu'on la tienne au bon air, à la campagne, du petit lait, de la codéine. On leur donne 100 roubles à chacun. 9 mois après, la comtesse accouche d'un garçon bien constitué. Mais la crise favorable, ah bien oui. Redoublement de rage. Le comte lui montre son fils. Cela ne manque jamais son effet dans les romans. Tuez-le! Tuez la bête! Qu'elle s'écrie. Peu s'en fallut qu'elle ne lui tordît le cou. Depuis lors, alternative de folie stupide ou de manie furieuse. Forte propension au suicide. On est obligé de l'attacher pour lui faire prendre l'air. Il faut 3 vigoureuses servantes pour la tenir. Cependant, monsieur le professeur, veuillez noter ce fait. Quand j'ai épuisé mon latin auprès d'elle sans pouvoir m'en faire obéir, j'ai un moyen pour la calmer. Je la menace de lui couper les cheveux. Autrefois, je pense, elle les avait très beaux. La coquetterie. Voilà le dernier sentiment humain qui est demeuré. N'est-ce pas drôle? Si je pouvais l'instrumenter à ma guise, peut-être la guérirais-je. Comment cela? En la rouant de coups. J'ai guéri de la sorte 20 paysannes dans un village où s'était déclarée cette furieuse folie russe, le hurlement. Note. On appelle en russe une possédée une hurleuse. Klikotcha, dont la racine est clic. Clameur, hurlement. Fin de la note. Une femme se met à hurler, sa commère hurle. Au bout de 3 jours, tout un village hurle. À force de les rosser, j'en suis venu à bout. Prenez une guélinotte, elles sont tendres. Le comte n'a jamais voulu que j'essayasse. Comment? Vous vouliez qu'il consentît à votre abominable traitement? Oh! Il a si peu connu sa mère. Et puis, c'est pour son bien. Mais,
Dites-moi, monsieur le professeur, auriez-vous jamais cru que la peur pût faire perdre la raison? La situation de la comtesse était épouvantable. Se trouver entre les griffes d'un animal si féroce. Eh bien, son fils ne lui ressemble pas. Il y a moins d'un an qu'il s'est trouvé exactement dans la même position, et grâce à son sang-froid, il s'en est tiré à merveille. Des griffes d'un ours? D'une ours, et la plus grande qu'on ait vue depuis longtemps. Le comte a voulu l'attaquer les pieux à la main. Bah, d'un revers, elle écarte les pieux. Elle empoigne monsieur le comte, et le jette par terre aussi facilement que je renverserais cette bouteille. Lui, malin, fait le mort. L'ours l'a flairé, puis, au lieu de le déchirer, lui donne un coup de langue. Il a eu la présence d'esprit de ne pas bouger. Elle a passé son chemin. L'ours a cru qu'il était mort. En effet, j'ai ouï dire que ces animaux ne mangent pas les cadavres. Il faut le croire et s'abstenir d'en faire l'expérience personnelle. Mais, à propos de peur, laissez-moi vous conter une histoire de Sébastopol. Nous étions 5 ou 6 autour d'une cruche de bière qu'on venait de nous apporter derrière l'ambulance du fameux bastion numéro 5. La vedette crie « Une bombe !» Nous nous mettons tous à plat ventre. Non, pas tous. Un nommé, mais il est inutile de dire son nom. Un jeune officier qui venait de nous arriver resta debout, tenant son verre plein, juste au moment où la bombe éclata. Elle emporta la tête de mon pauvre camarade, André Speransky, un brave garçon, et cassa la cruche. Heureusement, elle était à peu près vide. Quand nous nous relevâmes, après l'explosion, nous voyions au milieu de la fumée notre ami qui avalait la dernière gorgée de sa bière. Comme si de rien n'était. Nous le crûmes un héros. Le lendemain, je rencontre le capitaine Gédéonov, qui sortait de l'hôpital. Il me dit « Je dîne avec vous autres aujourd'hui, et pour célébrer ma rentrée, je paye le champagne. » Nous nous mettons à table. Le jeune officier de la bière y était. Il ne s'attendait pas au champagne. On décoiffe une bouteille près de lui. Paf! Le bouchon vient le frapper à la tempe. Il pousse un cri et se trouve mal. Croyez que mon héros avait eu diablement peur la première fois, et que, s'il avait bu sa bière au lieu de se garer, c'est qu'il avait perdu la tête? Et il ne lui est resté plus qu'un mouvement machinal dont il n'avait pas conscience? En effet, monsieur le professeur, la machine humaine... Monsieur le docteur, dit un domestique en entrant dans la salle, la Jdanova dit que madame la comtesse ne veut pas manger. Que le diable l'emporte, grommela le docteur. J'y vais. Quand j'aurai fait manger ma diablesse, monsieur le professeur, nous pourrions, si vous l'aviez pour agréable, faire une petite partie à la préférence ou au douratchki. Je lui exprimai mes regrets et mon ignorance, et lorsqu'il alla voir sa malade, je passai dans ma chambre et j'écrivis à mademoiselle Gertrude. Lokis, manuscrit du professeur Wittenbach, 2e partie. La nuit était chaude, et j'avais laissé ouverte la fenêtre donnant sur le parc. Ma lettre écrite, ne me trouvant encore aucune envie de dormir, je me mis à repasser les verbes irréguliers lituaniens et à rechercher dans le sanskrit les causes de leurs différentes irrégularités. Au milieu de ce travail qui m'absorbait, un arbre assez voisin de ma fenêtre fut violemment agité. J'entendis craquer des branches mortes, et il me sembla que quelque animal fort lourd essayait d'y grimper. Encore tout préoccupé des histoires d'ours que le docteur m'avait racontées, je me levai, non sans un certain émoi, et à quelques pieds de ma fenêtre, dans le feuillage de l'arbre, j'aperçus une tête humaine, éclairée en plein par la lumière de ma lampe. L'apparition ne dura qu'un instant, mais l'éclat singulier des yeux qui rencontrèrent mon regard me frappa plus que je ne saurais dire. Je fis involontairement un mouvement de corps en arrière, puis je courus à la fenêtre, et, d'un ton sévère, je demandai à l'intrus ce qu'il voulait. Cependant, il descendait en toute hâte, et, saisissant une grosse branche entre ses mains, il se laissa pendre, puis tomber à terre, et disparut aussitôt. Je sonnai. Un domestique entra. Je lui racontai ce qui venait de se passer. Monsieur le professeur se sera trompé, sans doute. Je suis sûr de ce que je dis, repris-je. Je crains qu'il n'y ait un voleur dans le parc. Impossible, monsieur. Alors, c'est donc quelqu'un de la maison? Le domestique ouvrait de grands yeux sans me répondre. À la fin, il me demanda si j'avais des ordres à lui donner. Je lui dis de fermer la fenêtre et je me mis au lit.
Je dormis fort bien, sans rêver d'ours ni de voleurs. Le matin, j'achevai ma toilette, quand on frappa à ma porte. J'ouvris, et me trouvai en face d'un très grand et beau jeune homme, en robe de chambre boucard, et tenant à la main une longue pipe turque. « Je viens vous demander pardon, monsieur le professeur, dit-il, d'avoir si mal accueilli un hôte tel que vous. Je suis le comte Sémiotte. » Je me hâtai de répondre que j'avais, au contraire, à le remercier humblement de sa magnifique hospitalité, et je lui demandai s'il était débarrassé de sa migraine. « À peu près, dit-il. »« Jusqu'à une nouvelle crise, ajouta-t-il avec une expression de tristesse. « Êtes-vous tolérablement ici? Veuillez vous rappeler que vous êtes chez les barbares. Il ne faut pas être difficile en Samogitié. » Je l'assurai que je me trouvais à merveille. Tout en lui parlant, je ne pouvais m'empêcher de le considérer avec une curiosité que je trouvais moi-même impertinente. Son regard avait quelque chose d'étrange qui me rappelait malgré moi celui de l'homme que la veille j'avais vu grimper sur l'arbre. « Mais quelle apparence, me disais-je, que monsieur le comte Sémiotte grimpe aux arbres la nuit ?» Il avait le front haut et bien développé, quoique un peu étroit. Ses traits étaient d'une grande régularité. Seulement, ses yeux étaient trop rapprochés, et il me sembla que, d'une glandule lacrymale à l'autre, il n'y avait pas la place d'un œil, comme l'exige le canon des sculpteurs grecs. Ce regard était perçant. Nos yeux se rencontrèrent plusieurs fois malgré nous, et nous les détournions l'un et l'autre avec un certain embarras. Tout à coup, le comte, éclatant de rire, s'écria. « Vous m'avez reconnu ?»« Reconnu ? Oui, vous m'avez surpris hier, faisant le franc polisson. »« Oh, monsieur le comte ?» J'avais passé toute la journée très souffrant, enfermé dans mon cabinet. Le soir, me trouvant mieux, je me suis promené dans le jardin. J'ai vu de la lumière chez vous, et j'ai cédé à un mouvement de curiosité. J'aurais dû me nommer et me présenter, mais la situation était si ridicule, j'ai eu honte, et je me suis enfui. Me pardonnez-vous de vous avoir dérangé au milieu de votre travail ? Tout cela était dit d'un ton qui voulait être badin, mais il rougissait et était évidemment mal à son aise. Je fis tout ce qui dépendait de moi pour lui persuader que je n'avais gardé aucune impression fâcheuse de cette première entrevue, et, pour couper court à ce sujet, je lui demandai s'il était vrai qu'il possédât le catéchisme samogitien du père Lawiki. « Cela se peut, mais, à vous dire la vérité, je ne connais pas trop la bibliothèque de mon père. Il aimait les vieux livres et les raretés. Moi, je ne lis guère que des ouvrages modernes. Mais nous chercherons, monsieur le professeur. Vous voulez donc que nous lisions l'Évangile en jmoud ? Ne pensez-vous pas, monsieur le comte, qu'une traduction des Écritures dans la langue de ce pays ne soit très désirable ? Assurément. Pourtant, si vous voulez bien me permettre une petite observation, je vous dirai que parmi les gens qui ne savent d'autre langue que le jmoud, il n'y en a pas un seul qui sache lire. Peut-être, mais je me demande à votre excellence. Note Satyelstvo, votre éclat lumineux, c'est le titre qu'on donne à un conte. Fin de la note. La permission de lui faire remarquer que la plus grande des difficultés pour apprendre à lire, c'est le manque de livres. Quand les pays samogitiens auront un texte imprimé, ils voudront le lire, et ils apprendront à lire. C'est ce qui est arrivé déjà à bien des sauvages. Non que je veuille appliquer cette qualification aux habitants de ce pays. D'ailleurs, ajoutai-je, n'est-ce pas une chose déplorable qu'une langue disparaisse sans laisser de traces ? Depuis une trentaine d'années, le prussien n'est plus qu'une langue morte. La dernière personne qui savait le cornique est morte l'autre jour. Triste, interrompit le comte. Alexandre de Humboldt racontait à mon père qu'il avait connu en Amérique un perroquet qui seul savait quelques mots de la langue d'une tribu aujourd'hui entièrement détruite par la petite vérole. Voulez-vous permettre qu'on apporte le thé ici ? Pendant que nous prenions le thé, la conversation roula sur la langue de jmoud. Le comte blâmait la manière dont les Allemands ont imprimé le lituanien, et il avait raison. Votre alphabet, disait-il, ne convient pas à notre langue. Vous n'avez ni notre J, ni notre L, ni notre Y, ni notre E. J'ai une collection de Dainos, publiée l'année passée à Königsberg, et j'ai toutes les peines du monde à deviner les mots, tant ils sont étrangement figurés. Votre Excellence parle sans doute des Dainos de Lessner. Oui, c'est de la poésie bien plate, n'est-ce pas ? Peut-être eût-il trouvé mieux. Je conviens que, tel qu'il est, ce recueil n'a qu'un intérêt purement philologique.
Mais je crois qu'en cherchant bien, on parviendrait à recueillir des fleurs plus suaves parmi vos poésies populaires. Hélas, j'en doute fort, malgré tout mon patriotisme. Il y a quelques semaines, on m'a donné à Wilno une ballade vraiment belle, de plus historique. La poésie en est remarquable. Me permettriez-vous de vous la lire? Je l'ai dans mon portefeuille. Très volontiers. Il s'enfonça dans son fauteuil après m'avoir demandé la permission de fumer. Je ne comprends la poésie qu'en fumant, dit-il. Cela est intitulé Les 3 fils de Boudris. Les 3 fils de Boudris? S'écria le comte avec un mouvement de surprise. Oui, Boudris, votre Excellence le sait mieux que moi, est un personnage historique. Le comte me regardait fixement avec son regard singulier, quelque chose d'indéfinissable, à la fois timide et farouche, qui produisait une impression presque pénible quand on n'y était pas habitué. Je me hâtai de lire pour y échapper. Les 3 fils de Boudris. Dans la cour de son château, le vieux Boudris appelle ses 3 fils, 3 vrais Lituaniens comme lui. Il leur dit « Enfants, faites manger vos chevaux de guerre, apprêtez vos selles, aiguisez vos sabres et vos javelines. On dit qu'à Wilno, la guerre est déclarée contre les 3 coins du monde. Olgerd marchera contre les Russes, Skirgelo contre nos voisins les Polonais, Keistout tombera sur les Teutons. Note, les chevaliers de l'ordre teutonique. Fin de la note. Vous êtes jeunes, forts, hardis, allez combattre. Que les dieux de la Lituanie vous protègent. Cette année, je ne ferai pas campagne, mais je veux vous donner un conseil. Vous êtes 3 routes s'ouvrent à vous. Quelqu'un de vous accompagne Olgerd en Russie, au bord du lac Ilmen, sous les murs de Novgorod. Les peaux d'hermine, les étoffes brochées s'y trouvent à foison. Chez les marchands autant de roubles que de glaçons dans le fleuve. Que le second suive Keistout dans sa chevauchée, qu'il mette en pièces la racaille porte-croix. L'ambre là, c'est leur sable de mer, leurs draps, par leur lustre et leur couleur, sont sans pareil. Il y a des rubis dans les vêtements de leurs prêtres. Que le troisième passe le Newman avec Skirgelo. De l'autre côté, il trouvera de vifs instruments de labourage. En revanche, il pourra choisir de bonnes lances, de forts boucliers, et il m'en ramènera une bru. Les filles de Pologne, enfants, sont les plus belles de nos captives. Folâtres comme des chattes, blanches comme la crème. Sous leurs noirs sourcils, leurs yeux brillent comme 2 étoiles. Quand j'étais jeune, il y a un demi-siècle, j'ai ramené de Pologne une belle captive qui fut ma femme. Depuis longtemps, elle n'est plus, mais je ne puis regarder de ce côté du foyer sans penser à elle. Il donne sa bénédiction aux jeunes gens, qui déjà sont armés et en selle. Ils partent. L'automne vient, puis l'hiver. Ils ne reviennent pas. Déjà le vieux Boudris les tient pour morts. Vient une tourmente de neige. Un cavalier s'approche, couvrant de sa burqa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.